Bien, bonjour Morgane Obino. Nous sommes aujourd'hui là pour enregistrer la conférence qui n'a pas pu se faire lors des SP Days en mars 2022, donc conférence sur la fatigue cérébrale dans les conditions du spectre de l'autisme. Donc, la technologie aujourd'hui nous permet de l'enregistrer et faire ça en visio. Donc, nous pourrons faire profiter les adhérents de l'ASDZ qui étaient venus et qui n'ont pas pu voir votre conférence lors des ASPI Days. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci, à plus tard. Très bien, merci. Bonjour à tous. Mon nom est Morgane Obino. Je suis actuellement chercheur postdoctoral au laboratoire Scott, donc un laboratoire à Albi en neuroergonomie. Et je travaille sur un sujet qui est un petit peu différent puisque j'étudie un phénomène qu'on appelle l'incapacitation, donc un état on va dire, d'altération cognitive chez les pilotes de l'aviation civile. Toutefois, la fatigue cérébrale, donc c'était le sujet de mon premier postdoctorat et également le sujet d'étude du groupe de recherche participative qui s'est lancé en juin 2021 et que je vous présenterai plus en détail au cours de cette présentation. Pour commencer, il est bon de savoir que la fatigue, c'est une des premières difficultés qu'on a dans l'étude de la fatigue, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle en recherche et moindrement en médecine quant à ce qu'est la fatigue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un construit multidimensionnel. Ça veut dire que la fatigue, elle a plusieurs composantes qui sont interreliées, notamment la fatigue donc, mentale, physique, émotionnelle, comportementale. Et ce problème de définition-là, il a certaines conséquences, puisque du coup, déjà, il y a des divergences de définition entre les disciplines, que ce soit par exemple la médecine, les sciences cognitives, l'ingénierie, etc. Cette difficulté-là d'avoir une fragmentation de la connaissance, ça conduit à un problème en recherche qui est important, qui est la dissémination plus lente des idées nouvelles, et donc par conséquent une recherche qui est appauvrie ou en tout cas ralentie dans ce domaine. Toutefois, les quelques études qui ont été menées, qui ont tenté de faire un peu une synthèse de nos connaissances sur la fatigue, notamment Patine et ses collaborateurs en 2018, oui, c'est assez récent, ont montré qu'un dénominateur commun entre les définitions de la fatigue, quelles que soient les disciplines, c'était la notion d'augmentation de la perception de l'effort. C'est-à-dire que pour quelle que soit la discipline, la fatigue, ça correspond à une augmentation perçue de l'effort qui est nécessaire pour accomplir une tâche. Cette notion-là d'effort perçu, elle est centrale et elle a un autre intérêt, c'est qu'elle permet notamment de dépasser les polémiques qu'il peut y avoir autour de la fatigue dans les différents domaines de recherche, puisqu'elle ne fait appel à aucune ambiguïté sémantique. Sur la terminologie, vous avez souvent probablement vu le terme de fatigue mentale ou de fatigue cognitive, probablement un peu moins souvent le terme de fatigue cérébrale. C'est vrai que cette présentation, elle s'intitule Caractérisation de la fatigue cérébrale. J'expliquerai juste après pourquoi est-ce que c'est ce terme qui a été choisi initialement, que j'ai choisi initialement de retenir. Aujourd'hui, après 1 an et demi à travailler sur le sujet, probablement que si je devais choisir un terme, ce serait plus l'expression de fatigue cognitive. Et d'ailleurs, le groupe de recherche participative, qui est composé d'une majorité de personnes autistes, est également plus favorable à ce terme de fatigue cognitive. Donc, c'est principalement celui que je vais utiliser au cours de cette présentation. Voilà. Toutefois, même s'il y a des petites différences qu'on peut distinguer des fois entre fatigue cognitive, fatigue mentale, voilà, je vais utiliser souvent les trois de manière interchangeable. Alors, quand on parle de fatigue mentale ou de fatigue cognitive, on fait généralement en recherche référence à 2 états psychophysiologiques distincts. Le premier état, qui est celui qui est le plus étudié de loin en médecine et en recherche, c'est la fatigue qui est transitoire, qui peut être induite expérimentalement, qu'on peut générer au besoin sur des volontaires, donc des participants tout venant qui n'ont pas forcément une pathologie en particulier. Et cette fatigue, puisqu'elle est transitoire, elle est réversible, elle n'a pas non plus d'altération durable sur le fonctionnement de l'individu. L'avantage de cette fatigue-là, c'est qu'elle est aisément observable par les techniques
les technologies modernes, et on peut également la mesurer. Donc, je vous ai juste mis quelques exemples. Vous voyez à droite donc une personne qui est dans un fauteuil, et vous voyez qu'elle tient dans sa main en fait une sorte d'outil qui permet en fait d'évaluer la force de la pression qu'elle met sur la poignée. Une autre façon également d'observer la fatigue, c'est à travers des techniques d'imagerie cérébrale comme l'électroencéphalogramme, l'IRM, etc. Le deuxième état auquel on va s'intéresser et qui est du coup celui de l'objet de cette présentation, c'est la fatigue cognitive, qui est une fatigue cette fois plus durable, qui est souvent très majoritairement en fait étudiée dans une population clinique qui présente généralement des troubles neurologiques acquis, c'est-à-dire des AVC, une personne qui a fait un AVC, une personne qui a eu un traumatisme crânien, des personnes qui également ont eu des paralysies cérébrales, et pour lesquelles cette fatigue va entraîner des altérations significatives sur le fonctionnement général global de la personne, que ce soit professionnel, social, cognitif. Bien entendu, cette fatigue-là, elle est plus difficilement mesurable et observable objectivement. On ne peut pas simplement prendre un joystick et une poignée et vérifier que la pression d'une main permet de déterminer si une personne a une fatigue qui est pathologique, une fatigue qui est envahissante. Donc tout ce que l'on peut utiliser majoritairement pour le moment pour ces populations-là, c'est des données subjectives, donc principalement des questionnaires pour aller investiguer l'impact de la fatigue dans le quotidien de la personne. On peut également utiliser des mesures EEG, des mesures IRM, etc., mais c'est plus limité parce que notamment on a une difficulté à pouvoir définir précisément ce qu'est cette fatigue plus durable. L'une des équipes qui a beaucoup travaillé et qui a contribué en fait à la popularisation, on va dire, du terme notamment fatigue cérébrale, qui en anglais littéralement c'est brain fatigue, c'est une équipe suédoise, donc de Johansson et Rönnbach, qui la définissent ainsi. Donc c'est un épuisement qui est profond pendant au moins un mois. Le repos n'est généralement pas récupérateur, c'est-à-dire que malgré le sommeil, une bonne nuit de sommeil ou des siestes, les personnes n'arrivent pas à récupérer de l'énergie, elles ne sont pas reposées. Il y a également un effondrement qui est anormalement rapide des ressources de la personne et une durée de récupération qui est disproportionnée au regard de l'effort fourni. C'est-à-dire que la personne, après un petit effort, elle va se retrouver très fatiguée, anormalement fatiguée. Il va lui falloir un temps anormalement, inhabituellement long pour pouvoir récupérer. On constate aussi une diminution importante de l'attention et de la concentration sur la durée. Cette fatigue, on constate qu'elle varie sur la journée. Souvent, c'est mieux le matin et ça va rapidement décliner dans la journée et être relativement difficile à supporter le soir. Et on observe également des symptômes fréquents qui sont associés, notamment des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, parfois des difficultés dans l'expression orale, etc. Et tout ça va faire que la personne est impactée dans son fonctionnement quotidien. J'ai mis le lien ici de la symptomatologie détaillée de cette fatigue cérébrale telle qu'elle est décrite par ces auteurs. Le lien est en anglais, toutefois, nous sommes avec le groupe de travail en train de traduire, cette partie-là est traduite. Donc, si jamais vous avez besoin de la traduction, il y a mon adresse mail au début et à la fin de la présentation. Vous pouvez tout à fait nous contacter et je vous enverrai les traductions. Donc, juste pour préciser, c'est de là que vient le terme fatigue cérébrale, donc la traduction littérale de brain fatigue, mais celle-ci étant difficilement distinguable aussi de ce qu'on appelle la fatigue cognitive ou mentale, et puisqu'elle parle moins aussi au grand public, souvent le terme qui est privilégié sera le terme de fatigue cognitive. Alors, mesurer la fatigue cognitive, comme je vous disais, cette fatigue durable, ça peut être difficile et il y a en fait assez peu de questionnaires qui sont validés au niveau international dans la recherche pour évaluer correctement cette fatigue cognitive spécifiquement. Un des outils qui est validé, qui a été conçu par cette même équipe de Johansson et Rönnbach, c'est le Mental Fatigue Scale, donc l'échelle de fatigue mentale. Il s'agit d'un auto-questionnaire, donc la personne le remplit elle-même, ce n'est pas une personne qui lui pose des questions. Il est multidimensionnel et il est validé dans une population adulte. Alors, une population adulte clinique,
Donc, par exemple, des personnes qui ont fait des AVC, des personnes qui ont fait des traumatismes crâniens, etc., mais aussi une population générale, donc d'adultes qui n'ont pas de difficultés particulières. Il comprend 14 questions qui sont réparties en 7 dimensions. Donc, on investigue la question du sommeil, la question des changements au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, la difficulté ou la facilité à récupérer au niveau mental, la variation de cette fatigue sur une journée complète et l'état de fatigue générale de la personne. Pour vous donner un exemple de question, j'ai pris la question 9 qui concerne la tendance accrue à devenir émotionnelle. Et c'est une traduction française que nous avons réalisée avec le groupe. Donc, au cours du dernier mois, pleurez-vous plus facilement que d'habitude. Par exemple, vous fondez en larmes dans des situations anodines, lorsque vous regardez un film au milieu d'une conversation, etc. Et pour chaque question, le format proposé est toujours le même. Il y a 4 propositions de réponse. Donc, je vais vous lire les propositions. Je ne suis pas plus émotif que d'habitude. Je suis plus émotif que d'habitude face aux situations qui m'affectent, mais je peux me contenir. Troisième proposition, mes émotions sont problématiques ou embarrassantes. Il m'arrive même parfois de commencer à pleurer pour des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. J'essaie d'éviter certaines situations à cause de cela. Quatrième proposition, mes émotions me causent d'importants problèmes. Elles perturbent mes relations quotidiennes et entravent ma capacité à affronter l'extérieur. Et donc, pour chaque proposition, ça va de 0 à 3, et on a possibilité de mettre le 0,5. Donc, par exemple, si c'est entre 0 et 1, la personne peut cocher 0,5. Ça veut dire que ce n'est pas complètement 0, ce n'est pas complètement 1. Voilà. Alors, cette fatigue dans les conditions neuropsychiatriques qui vont donc nous intéresser, nous, ensuite, plus spécifiquement, quand on va s'intéresser à l'autisme. Tout d'abord, c'est une condition, la fatigue, et je parle, et la fatigue cognitive en particulier, qui est fréquente dans certains troubles neurologiques et certains troubles psychiatriques. Elle est très fréquemment associée à la dépression, toutefois, ce n'est pas de la dépression. Et quelques études ont été faites pour justement essayer de voir quel lien il peut y avoir entre la fatigue et un syndrome qui est ce qu'on appelait anciennement le syndrome de fatigue chronique, qu'on appelle aujourd'hui l'encéphalomyélite myalgique ou EM. Et donc, on a essayé de regarder, ces chercheurs-là ont essayé de regarder, voilà, est-ce que les personnes qui avaient un score une encéphalomyélite myalgique avaient aussi un score au quotient de spectre autistique qui était plus important que des contrôles, donc des personnes qui n'ont pas d'autisme et pas de syndrome de fatigue chronique. Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'entre ces personnes, donc les personnes qui ont syndrome de fatigue chronique et les personnes qui sont autistes, il y avait des symptômes communs qui étaient décrits fréquemment. Donc, la fatigue, l'impression d'un brouillard cérébral, des difficultés cognitives, des altérations émotionnelles et des douleurs plus importantes que la moyenne. Ce qu'on constate toutefois, c'est que les patients atteints de fatigue chronique n'ont pas de score plus élevé que les personnes contrôle au quotient de spectre autistique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de lien, et il est possible qu'il y ait un sous-diagnostic de cette condition, qui est une condition donc à part encore, qui n'est pas de la fatigue cognitive pure, mais qui est vraiment un syndrome plus large en soi chez les personnes autistes. La fatigue et l'autisme, c'est un domaine en fait en recherche qui est sous-exploré. C'est-à-dire que étonnamment, alors que c'est un motif de plainte très récurrent lorsqu'on parle avec des personnes autistes, qu'ils soient adolescents, adultes, la littérature scientifique est quasiment inexistante sur le sujet. Les études, elles, qui ont interrogé les élèves ou les étudiants autistes plus directement, donc qui sont allés leur poser des questions directement, pas à travers des questionnaires, mais à travers des entretiens, constatent que c'est quelque chose qui revient très fréquemment de manière spontanée, ce besoin l'évocation de la fatigue comme une de leurs difficultés. Et donc, effectivement, on constate que chez ces jeunes-là, il y a souvent un besoin important de repos qui est rarement satisfait et avec des conséquences au niveau des différentes sphères de fonctionnement, c'est-à-dire au niveau scolaire, au niveau social, etc. Je vous ai mis 2 exemples qui sont extraits en fait de la thèse que j'avais conduite auprès d'adolescents français et québécois. Donc là, un jeune Nathan qui dit ça, donc en parlant des accompagnements qu'il a après l'école,
ça en rajoute encore un, et au final, le temps qui file toujours trop vite, car si j'avais évidemment le temps qu'il me fallait, je n'aurais pas vraiment de problème, car j'aurais juste du temps pour respirer. Et Loïc dit, comme il y a beaucoup de charges de travail, je n'arrive pas très bien à l'école. Des fois, je rentre, je ne fais pas de devoirs tellement je suis fatiguée. Donc effectivement, c'était un des jeunes pour lequel les parents régulièrement mettaient un mot dans le carnet au collège pour dire qu'il ne fera pas ses devoirs parce qu'il va aller dormir. Et ce n'était pas parce qu'il avait une flemme, mais vraiment un besoin important, très important de pouvoir se reposer. Les enquêtes, donc ça c'était, je vous parlais ici des adolescents et des lycéens et collégiens lycéens. Une étude récente a été faite en ligne auprès de 645 participants autistes, donc de 18 à 64 ans, et ça a été fait en fait par 3 personnes autistes qui ont voulu justement se poser la question de qu'est-ce qu'il en était du ressenti et de l'expression de la fatigue dans la population autiste adulte. Donc ils ont lancé un sondage, elles ont lancé un sondage en ligne et elles ont pu mettre en évidence, analyser les résultats, et ces résultats sont disponibles. Le lien ici vous permettra d'y accéder. Elles ont mis en évidence que la fatigue est une cause d'inquiétude importante parmi les répondants et qu'elle a de nombreuses répercussions sur le quotidien. Pour vous donner quelques exemples, à peu près 46% des participants déclarent devoir régulièrement faire un choix entre les loisirs et les tâches quotidiennes. Pour un tiers d'entre eux, donc plus de 200 personnes, aucune activité n'est envisageable sans une planification préalable stricte de leur emploi du temps. Or, pour plus de 80%, les difficultés importantes liées à la fatigue vont entraîner notamment des problèmes de concentration, une exacerbation notable de l'anxiété, une absence de motivation, ou encore des difficultés sensorielles accrues. Ce qu'on constate, c'est que toutes ces descriptions-là, ces altérations cliniques, sont également retrouvées dans la définition que proposaient Johansson et Rombach de la fatigue cérébrale dans d'autres populations. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une multiplication très importante des témoignages en ligne sur les forums, surtout sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici le symbole de Twitter, avec notamment des hashtags tels que Autistic Burnout, Hot Burnout, donc c'est juste abrégé, ou Actually Autistic. Donc tout ça, ce sont des hashtags sur lesquels les personnes vont témoigner de leur situation importante de fatigue, de leur épuisement et de cette difficulté à gérer cet état qui semble un état, alors là on voit qu'il semble vraiment associé à l'autisme. Pour l'instant, à l'heure actuelle, au niveau des recherches, on ne sait pas si c'est un état qui pourrait être propre à l'autisme ou juste que les personnes autistes sont plus à risque de développer cette fatigue. Certes, ça permet une meilleure visibilité, on entend davantage parler de la fatigue. La difficulté toutefois de ce genre de témoignage, c'est qu'on utilise des termes qui sont encore assez mal définis, pour lesquels on n'a pas forcément une définition ou en tout cas des critères qui sont très précis. Et on a peu d'études, voire pas d'études validées au niveau de la recherche sur la fatigue spécifiquement. Et c'est vrai que l'emploi dans le langage courant des termes de fatigue mentale ou de burn-out, ça accroît en fait cette difficulté, cette ambiguïté terminologique, et donc pour la recherche aussi à circonscrire un peu, à caractériser, à évaluer la fatigue cognitive. Bien sûr que les réseaux sociaux, ils ont cet avantage-là de mieux diffuser, de mieux présenter les problématiques qui sont rencontrées par les communautés, avec toutefois cet inconvénient de véhiculer des termes et des concepts qui n'ont pas toujours forcément une réalité scientifique éprouvée derrière. De plus, peut-être un aparté là-dessus, dans la situation sanitaire mondiale de la Covid-19 qu'on a eue ces 2 dernières années, le terme de fatigue et la fatigue de manière générale est devenu une véritable problématique et un enjeu de santé publique majeur. Et au-delà de la fatigue persistante des personnes qui souffrent des effets de la Covid, des effets longs de la Covid, les plaintes qui sont liées à la fatigue et à l'anxiété dans la population générale, donc pas autistes uniquement, se sont nettement multipliées. Pour les médecins, pour le corps médical, ce flou sémantique et cette difficulté aussi à circonscrire la fatigue et à la différencier en fonction peut-être des populations. Voilà, est-ce qu'il y a une fatigue particulière dans l'autisme? On ne sait pas pour le moment, mais fait que les médecins sont souvent démunis pour dépister, pour
comprendre ou pour traiter la fatigue chez les patients. Et c'est souvent une des plaintes aussi des adultes, et c'est ce que montre notamment cette enquête en ligne, la difficulté à être compris par le corps médical. Et le corps médical se trouve, lui, aussi en besoin d'avoir des outils pour justement essayer de mieux comprendre cette fatigue. Pour le cas de l'autisme, c'est vrai que le syndrome, on va dire, autistique, les particularités de l'autisme, plus le fait qu'il y a de fréquentes comorbidités, des conditions associées à l'autisme, fait que ce sont des personnes qui sont en tout cas plus à risque de développer une fatigue. Et au niveau des adultes, ce sont en général, pas systématiquement, mais plus fréquemment des personnes qui sont plus isolées. Et donc, en général, ils bénéficient souvent de moins de support que les adolescents qui ont leurs parents, notamment. Et ils peuvent notamment se trouver en difficulté pour avoir accès aux soins, pour expliquer leurs difficultés, leurs symptômes, et pour recevoir les traitements ou l'aide adaptée. Ça, chez les adultes en particulier, ça constitue un facteur de risque supplémentaire et significatif pour la survenue d'une fatigue importante, d'une fatigue pathologique. Ce ne sera pas le sujet de la présentation, mais je vais quand même dire quelques mots sur le burn-out autistique, qui est un terme qui est de plus en plus utilisé, notamment sur les réseaux. Au niveau de la recherche, les premières études qui ont utilisé cette terminologie, elles datent de 2020, c'est extrêmement récent. Et elles sont encore assez, ce sont des études qui sont qualitatives, pour lesquelles on est sur des petits échantillons de personnes, donc c'est des petits groupes. Souvent, c'est aussi des personnes, les personnes interrogées ont été interrogées via les réseaux sociaux. Donc, c'est encore des études qui nécessitent davantage de validation. Une des principales équipes qui a travaillé sur le burn-out autistique, c'est l'équipe d'Aspire, donc c'est un groupe de recherche participative, et ils ont proposé une première définition de cette condition. Donc, ils le décrivent comme un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress de vie chronique et d'une inadéquation entre les attentes et les compétences en l'absence de soutien adéquat. Il se caractérise par un épuisement envahissant sur le long terme, généralement supérieur à 3 mois, une perte de fonctionnement et une tolérance réduite aux stimuli. Cette définition, et le terme d'ailleurs se rapproche par certains côtés de ce qu'on appelle l'épuisement professionnel ou le burn-out. Toutefois, il y a des différences sur lesquelles les auteurs, donc les auteurs de cette étude, mais également les différents auteurs qui ont par la suite travaillé sur le burn-out autistique, insistent sur les différences qu'on peut observer entre burn-out autistique et épuisement professionnel. Donc, en premier lieu, le fait de se suradapter ou de masquer ces particularités autistiques est considéré par les chercheurs comme l'un des principaux facteurs de risque pour cet état d'épuisement. De plus, la surcharge émotionnelle qui l'accompagne, ainsi que les surcharges sensorielles fréquentes qui sont décrites, sont également considérées comme des facteurs qui vont précipiter la survenue de ce burn-out. Et enfin, tout ce qui va être gestion des changements, et notamment qui sont plus fréquents dans le monde professionnel ou le monde adulte plus large, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, sont souvent des facteurs de stress importants et donc des facteurs de fatigue et possiblement par la suite d'épuisement. Et à la différence de l'épuisement professionnel, où la personne va souvent être invitée à passer davantage de temps avec ses proches, avec sa famille, pour se ressourcer et se couper de l'environnement professionnel stressant, les thérapeutes qui accompagnent les adultes autistes vont, pour certains, au contraire, les inviter à prendre davantage de temps pour eux, s'ils en ressentent le besoin, avoir moins de monde ou à s'isoler davantage au niveau social et sensoriel. Ça reste encore très préliminaire comme travaux. Le concept est encore mal opérationnalisé parce qu'il y a d'autres définitions qui sont proposées, qui ont été proposées après celle-ci. J'ai noté des échantillons pas toujours fiables. Alors, fiables, c'est parce que, comme je vous disais, une bonne partie aussi des répondants sont en ligne, donc on ne peut pas forcément vérifier quelle a été la qualité de leur diagnostic, est-ce qu'il s'agit d'un autodiagnostic. Voilà, donc on a encore assez peu d'informations sociodémographiques et médicales précises sur les répondants. Et il y a également peu de mesures objectives de cet état. Il y a un premier outil qui est en cours de développement par cette équipe d'Aspire aux États-Unis, mais qui n'est pas un outil
spécifiquement destiné au burn-out, mais qui va constituer une mesure dans une batterie plus large de mesures. Les sources de fatigue dans l'autisme, alors ce qu'on sait, c'est que la transition vers la vie adulte, donc la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, le lycée, le passage à l'université, cette transition, elle est une période à risque, une période de vulnérabilité dans laquelle les risques de burn-out pourraient être plus importants. Effectivement, les témoignages de personnes qui ont vécu des burn-out autistiques tels que définis précédemment rapportent que c'est souvent à cette période qu'a été vécu le premier épisode de burn-out autistique. Les causes qui sont rapportées, alors elles peuvent varier, mais ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est ce que j'expliquais juste avant, le camouflage social, la suradaptation qui est nécessaire pour une bonne partie des personnes au quotidien, dans leur milieu professionnel, scolaire ou même familial. La surcharge sensorielle, les exigences académiques accrues. Donc, effectivement, quand on arrive au lycée ou à l'université, il va y avoir des attendus scolaires en termes d'abstraction, de quantité de travail, de qualité, en tout cas de méthodologie de rédaction, etc., même aussi de compréhension de l'implicite, qui vont être plus importantes et qui peuvent être difficiles à saisir intuitivement, implicitement pour les personnes autistes, malgré des compétences intellectuelles tout à fait dans la norme ou au-dessus. La pression de soi et de l'entourage également fait partie des causes qui sont rapportées. L'emploi du temps chargé, ça concerne surtout les adolescents, c'est-à-dire des jeunes qui sont à l'école la journée, mais qui, une fois l'école terminée, vont avoir un accompagnement avec un psychomotricien, un psychologue, un médecin, etc. Donc, tous ces accompagnements, ou les groupes d'habileté sociale, cet emploi du temps-là fait qu'il y a une fatigue légitime, hein, évidemment, qui s'installe au bout d'un moment. Les conditions associées, donc que ce soit les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, des troubles anxieux, etc., vont aussi contribuer à la survenue d'une fatigue, notamment quand c'est dans le milieu scolaire ou dans le milieu professionnel et c'est que c'est peu ou pas pris en compte. Concernant le projet de recherche, donc, qui a commencé par le postdoctorat et qui s'est transformé avec la création du groupe de recherche participative, son objectif, son but général, c'est de proposer une caractérisation de la fatigue cognitive, d'abord au niveau clinique, puis dans un second temps au niveau neurobiologique, dans la population autiste, afin de l'évaluer, de la prévenir et de développer des outils concrets pour et avec la communauté. Et ça, c'est un point important dont je vais dire deux mots, c'est l'importance de la recherche participative en autisme. Alors, qu'est-ce que la recherche participative? Tout d'abord, c'est de travailler avec les personnes directement concernées. Donc, ici, avec les personnes autistes, elles ne sont plus seulement des répondants dans des études ou des participants, elles sont co-créatrices de la connaissance scientifique. Dans une approche participative, on a une mutualisation et une valorisation des expertises, c'est-à-dire de l'expertise méthodologique des chercheurs, mais aussi du savoir et du vécu expérientiel des personnes autistes. Et elles sont impliquées à chaque étape de la recherche, que ce soit de la définition de la problématique de la définition de la problématique jusqu'à l'interprétation des résultats, la méthodologie utilisée, la diffusion des résultats au grand public, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette recherche participative elle est nécessaire? Eh bien, elle est nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté autiste qui demande à être impliquée dans les recherches qui les concernent, pour pallier aux problèmes qui sont identifiés par les communautés, mais qui ne sont pas nécessairement les problématiques sur lesquelles vont travailler les chercheurs, pour de multiples raisons. Et enfin, afin d'éviter l'écueil de ce qu'on appelle le problème de double empathie. Alors, le problème de double empathie, c'est le fait que les personnes, les chercheurs non autistes, vont avoir des difficultés à comprendre les personnes autistes et réciproquement, et donc, dans le cas des chercheurs, à formuler des questions ou à créer des outils qui soient adaptés à la compréhension et au fonctionnement des personnes autistes, et les personnes autistes d'y répondre, de pouvoir donner la réponse qui correspond à ce qui était attendu par le chercheur
Donc, ce problème de double empathie est une chose qu'on peut limiter lorsqu'on est dans une approche de recherche participative. L'un des groupes pionniers que j'évoquais plus tôt, c'est ce groupe donc ASPIRE, qui est ce qu'on appelle un groupe de recherche participative basé sur la communauté. Donc, inspiré de ce modèle-là, en juin 2021, nous avons lancé, en fait, avec deux autres personnes, qui est le comité de pilotage, donc un groupe de travail de recherche participative qui a pour but de mener une approche de recherche participative au niveau de l'étude de la fatigue. Ce groupe, il se compose de 3 membres qui sont le comité de pilotage et de 6 partenaires communautaires, en tout cas de 6 membres principaux, dont une majorité est autiste et qui présente un profil, on va dire, de double casquette. C'est-à-dire que, par exemple, on a une personne qui est autiste et statisticienne, une personne qui est mère autiste et infirmière, une personne qui va être enseignant et pas forcément autiste. Voilà, donc c'est des gens qui vont être en mesure d'apporter un éclairage et un regard des différents acteurs, voilà, une représentation des différents acteurs impliqués dans les communautés, dans la communauté autiste au sens large, donc toutes les personnes qui sont impliquées. Et il y a également 3 conseillers externes qui sont des personnes en fait, qui vont être sollicitées ponctuellement selon les besoins pour des questions précises lorsqu'on a un projet en cours et que leur expertise va être par exemple une personne qui est neuropsychologue en CRA, une personne qui est médecin. Donc là, on va aller les solliciter plus ponctuellement. J'ai mis à droite, et c'est un lien qui est cliquable, un poster, en fait le premier poster que nous avons présenté justement sur cette initiative au congrès du GNCRA en mai dernier à Lyon. Donc si vous voulez regarder, il est accessible via ce lien. Les résultats que je vais vous présenter ici, c'est la première étude en fait de ce projet qui consistait en fait à élaborer une version préliminaire d'un questionnaire d'évaluation de la fatigue cognitive chez des lycéens et étudiants français. Alors, quelques mots peut-être sans m'attarder sur le design de recherche. Donc, il s'agit en fait d'un design exploratoire séquentiel dans une approche participative. Donc, c'est un design de recherche qui est adapté pour le développement d'outils d'instruments psychométriques. Pour résumer, il se compose de 2 phases principales. Une première phase qui est une phase d'étude pilote, où en fait on va recueillir des données pour mieux explorer la problématique de la fatigue dans l'autisme de manière approfondie en discutant avec des personnes concernées et identifier les facteurs, les variables qui seront à mesurer. Et ensuite, dans une deuxième étape, il s'agit de l'étude en ligne qui est utilisée pour tester une version préliminaire du questionnaire et obtenir un premier portrait général des profils de fatigue basé sur les réponses des participants. Cette première étude avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était d'élaborer collaborativement un outil pour appréhender la fatigue cognitive. J'ai mis FC pour résumer. La fatigue cognitive chez les étudiants élèves autistes au secondaire, mais aussi au niveau BTS, CAP et principalement, c'est ça, BTS, CAP, et identifier les facteurs qui modulent la fatigue cérébrale ou cognitive dans la population étudiante autiste. Oula, j'ai fait une erreur j'ai mis autisme au lieu d'autiste. Au niveau des participants, donc 40 répondants ont préparé l'étude, dont 10 filles. Ils étaient âgés de 14 ans et demi à 23 ans, donc effectivement, il y en avait certains très rares, plus âgés, qui étaient en reprise d'études, par exemple en BTS ou en CAP. Ils avaient tous reçu un diagnostic de autisme ou TSA ou enseignement TED ou syndrome d'Asperger. Et 19 avaient au moins une condition associée, donc trouble 10, TDAH, trouble anxieux, mais aussi certains avaient, ce qui n'est pas une comorbidité, mais une condition, un haut potentiel intellectuel associé. Au niveau des parcours d'accompagnement, les jeunes en général bénéficiaient d'un accompagnement neuropsychologique pour 16 d'entre eux, principalement en libéral. 5 d'entre eux avaient un suivi en psychiatrie, généralement au sein d'une structure hospitalière. 5 également bénéficiaient des services d'éducation spécialisés. 5
services d'orthophonie, 4 d'ergothérapie, 3 de psychomotricité. Et à noter que sur ces 40 participants, 14 avaient déjà vécu par le passé une déscolarisation de quelques semaines à plusieurs années. Vous pouvez voir sur le tableau de droite que les participants étaient répartis de la seconde à la terminale, plus BTS et CAP, majoritairement en première. Et pour ceux qui recevaient l'aide d'une AMSH, donc ce qu'on appelait anciennement AVS, la quantité d'heures d'accompagnement dont ils bénéficiaient s'étendait entre 4 et 32 heures, avec une moyenne de 16 heures par semaine. Le questionnaire qui a été élaboré, il a été élaboré collaborativement en fait, avec 12 adultes autistes qui ont été donc interrogés préalablement à l'étude avec les lycéens. Et donc, il a été testé, modifié et validé par ces 12 personnes. Au niveau de la structure, donc tout d'abord, il se composait, donc on l'a mis en ligne, il se composait d'instructions précises sur comment allait se dérouler le questionnaire, combien de temps à peu près il était nécessaire, combien de temps il fallait pour le compléter, le fait que les personnes pourraient le compléter en plusieurs étapes, si elles le souhaitaient, pour justement éviter de fatiguer. Ensuite, on avait une définition de ce qu'on appelle, nous, la fatigue cognitive, pour être sûr que la personne, quand elle répondait aux questions, elle parlait bien de la même fatigue que celle qu'on entendait, nous, dans cette étude. Et ensuite, cinq sections principales, donc la fatigue cognitive dans la vie quotidienne, ses conséquences sur le fonctionnement général, ses conséquences sur le fonctionnement physique, les répercussions sur le fonctionnement cognitif et émotionnel, et 2-3 questions finales sur le futur et notamment les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir concernant les impacts de la fatigue sur leur indépendance, la suite de leur parcours, la confiance en soi, etc. Au total, il y avait 25 questions, dont 8 qui étaient conditionnelles, c'est-à-dire que si la personne cochait oui, alors on avait de nouvelles questions qui étaient générées pour demander des précisions. Ensuite, à la fin du questionnaire, tous les participants avaient la possibilité de proposer un retour critique, donc faire un feedback, soit par mail, soit directement sur le site, soit de manière audio, soit en sollicitant une visioconférence pour nous donner leur avis sur le contenu et le format du questionnaire. La totalité des adolescents qui ont donné un retour critique l'ont fait via le site, donc à la suite du questionnaire directement. Au niveau du recrutement, ces jeunes ont été principalement recrutés via des associations de familles, les CRA, les institutions médico-sociales, notamment les CESAD, les CMP, l'éducation nationale via les enseignants référents, les ASH, les enseignants ressources TSA, ensuite des professionnels en libéral, et également quelques personnes qui ont eu connaissance via les groupes d'entraide mutuelle. Ici, donc, quelques captures en fait, d'écran du format du questionnaire. Donc, vous voyez ici en rose, en souligné en rose pour l'image d'en haut à droite, ça permettait de mettre en évidence qu'ici, on avait besoin d'avoir une réponse. Donc, les curseurs étaient grisés. Donc, le contour était souligné de rose, donc indiquant qu'il y avait besoin d'une réponse avant de pouvoir passer à la suivante. Ensuite, ici, vous voyez juste mis en évidence le fait que les participants, à chaque page, avaient la possibilité d'enregistrer et de terminer plus tard ou de continuer vers la partie suivante. Également, sur la dernière image, en bas à droite, vous voyez qu'on a A et B qui sont entourés de vert. Donc, ça signifiait aux participants qu'ils avaient terminé de répondre aux sections A et B et que la section C était en cours, quasiment terminée. Au niveau des principaux résultats, donc, ils ont fait l'objet d'un article qui a été accepté et qui est en cours de publication à l'heure actuelle. Et donc, je vais vous en présenter les principaux. Tout d'abord, on constate que plus de 90% des jeunes interrogés rapportent un niveau de fatigue cérébrale qui jugent élevé au cours de la dernière semaine scolaire et qui les empêche d'accomplir certaines activités quotidiennes. Donc, vous voyez ici, entre parenthèses, ce sont le nombre de jeunes qui considèrent être dans l'incapacité de faire l'action
lorsqu'ils sont dans cette période de fatigue. Donc, faire ses devoirs, c'est une chose qui est rendue impossible lorsque ces jeunes vivent des périodes de fatigue pour 25 des 40 d'entre eux. Suivre une journée de cours en entier pour 16 d'entre eux, participer à la vie de famille et s'exprimer. Donc, pour plus d'un quart, dans les moments de fatigue, ils étaient en grande difficulté, ne serait-ce que pour communiquer leurs émotions, mais aussi simplement articuler dans certains cas. Un point important également, c'est qu'on constate que 38 sur les 40 déclarent avoir l'impression de perdre temporairement leur capacité cognitive, dont 23 déclarent que c'est une difficulté qui est importante. Donc il y a une possibilité entre pas du tout, un peu, importante et très importante. Au niveau des répercussions socio-émotionnelles, on constate que dans les périodes de fatigue, certains états sont beaucoup plus difficiles à gérer, notamment une augmentation de l'anxiété, de l'irritabilité, une diminution de la motivation et de la confiance dans ses capacités. On constate également sur ces profils que de manière générale, dans cet échantillon, les filles et les jeunes qui ont des conditions associées ont des profils de difficultés qui sont plus marqués. Donc, ils rapportent davantage de difficultés que ceux qui n'ont pas de conditions associées ou que les garçons si on les compare aux filles. Sachant qu'il y avait évidemment beaucoup moins de filles que de garçons, donc évidemment tout ça est vraiment à prendre au niveau de l'échantillon et pas du tout à généraliser à ce stade-là. Ce que les jeunes rapportent, c'est que pour 83% d'entre eux, et donc par contre toutes les filles, la fatigue a des répercussions sur leur état physique. Pour 30 des 40 participants, il y a un sentiment d'épuisement physique et d'apathie qui est noté. Pour 68%, donc 27 participants sur 40, le sentiment d'avoir envie, besoin de dormir, même en journée. Une maladresse physique également pour un peu plus de la moitié, des migraines, des maux de tête ou des vertiges, et enfin des modifications au niveau des sensibilités sensorielles. On remarque également des changements au niveau du sommeil. Donc, en période de fatigue, l'endormissement et le réveil sont jugés plus difficiles pour un peu plus d'un quart des participants. Et pour 15 d'entre eux, il y a un besoin de faire des siestes en journée, y compris durant les journées d'école. Certains rapportent prendre des compléments alimentaires, des vitamines, des boissons stimulantes ou des médicaments pour lutter contre la fatigue. Donc, vous voyez que c'est quand même pas une majorité, même si compléments alimentaires et vitamines, c'est 7 d'entre eux. Mais donc voilà, on constate quand même qu'on a un profil de fatigue qui a des répercussions cognitives, qui a des répercussions réelles au niveau physique. Je pense que je l'évoque après, dans le doute, sont rapportés également pour 32 d'entre eux des troubles de la mémoire jugés importants, des difficultés attentionnelles pour les activités non scolaires. 31 sur 40 rapportent ces difficultés attentionnelles, dont 17 les jugent importantes, et 37 sur 40 déclarent avoir l'impression d'être ralentis pour les activités quotidiennes et les activités scolaires, dont 22% de manière importante. Sur le plan plus scolaire, donc lorsqu'on regarde les différentes activités, les différentes tâches qui sont généralement réalisées, enfin, les différentes activités que vivent les étudiants lors d'une journée scolaire, on constate qu'il y a une augmentation importante de l'effort qui est nécessaire pour accomplir ces tâches au quotidien lors des périodes de fatigue. Les plus importantes sont notamment la gestion de l'anxiété ou du stress lié à une situation d'examen, le fait d'écouter le cours tout en prenant des notes, la compréhension des consignes et les attentes d'un devoir ou d'un examen, notamment tout ce qui est lié aux aspects implicites, la structuration de la rédaction d'un devoir ou la résolution d'un problème, et la gestion des changements d'emploi du temps ou des imprévus. Et donc, vous voyez, en fait, la colonne de droite, score max, c'est le nombre d'étudiants qui ont noté 4, c'est-à-dire l'effort demandé est trop important, je ne parviens plus à le faire. Donc, vous voyez que ça s'étale à peu près pour ces principales difficultés-là, donc presque la moitié pour la gestion du stress et à peu près 20% pour la gestion des changements imprévus.
Donc, vous voyez, après, par contre, en termes d'échantillons, donc, en général, des participants qui se sont concernés par la situation, vous voyez que globalement, entre 32 et 26 rapportent ces difficultés-là particulières en période de fatigue pour les activités scolaires. Sur cette figure, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est la répartition des activités qui sont jugées par les participants comme étant les plus fatigantes parmi une liste de 12 activités. Donc, les 12 activités possibles étaient là. Enfin, les 12 facteurs évoqués étaient la charge de travail scolaire, les interactions avec les élèves, la pression de soi, la gestion des aspects sensoriels, l'adaptation au quotidien, le manque de sommeil, le rythme des cours, la répartition des cours, l'entourage, notamment la pression de l'entourage, les interactions avec le personnel enseignant, les activités en dehors de l'école et les trajets, les transports. Et donc, en rouge, l'activité 1, c'est celle qui était jugée par les participants comme étant la plus fatigante. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les 5 principales qui reviennent le plus fréquemment et de manière assez importante sont la charge de travail scolaire, les interactions avec les élèves, la pression que les jeunes se mettent à eux-mêmes, la gestion des aspects sensoriels et le manque de sommeil. Pour le détail des calculs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous expliquer, je pourrais vous envoyer le détail, je ne vais peut-être pas le faire ici. Mais voilà, il y a la cotation de cette figure, en fait, est assez facile. Mais voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus pour cette présentation. Ici, quelques extraits de témoignages de jeunes en fait, qui ont participé à l'étude concernant ce qu'ils estiment être les conséquences les plus difficiles à supporter pour eux de la fatigue. Pour les classer, ce qu'on peut voir, c'est que parmi les jeunes qui ont témoigné, parce qu'ils avaient la possibilité d'ajouter, selon eux, quelle était la conséquence de la fatigue ou les conséquences les plus difficiles à supporter, 12 évoquent la perte temporaire de leur capacité cognitive, et notamment toutes les difficultés au niveau exécutif. 7 d'entre eux évoquent les répercussions de cette fatigue sur leur scolarité. 8 évoquent les répercussions physiques, dont le sommeil et la difficulté à gérer les aspects sensoriels. Et enfin, 7 parlent de l'impact que cette fatigue a sur leur morale et dans la gestion des émotions. Donc, quelques témoignages de jeunes. Donc, un qui dit « J'ai une forte tendance à me retrouver incapable d'effectuer certains raisonnements simples et à paniquer. » Un autre dit « Je ne peux faire aucun travail, je n'arrive juste pas à me concentrer. Il y a des moments où les informations ne rentrent plus, mon cerveau est plein. Je suis somnolent, donc je ne suis pas concentrée du tout sur les informations que je reçois. Je ne peux plus rien faire sans que ce soit la croix et la bannière entre mes envies et ma fatigue. Je n'arrive plus à faire ce que je voudrais, ce que j'aime. Je n'arrive plus à me laver, à m'habiller. Je ne peux plus rien faire et ma santé en pâtit. J'ai plus de mal à raisonner. Ça me demande beaucoup plus d'efforts. » Et enfin, un jeune dit que la chose qui le frustre, c'est de ne pas pouvoir avoir son bac cette année du fait de la fatigue, parce qu'étant trop fatigué, il ne peut pas faire le cursus en 1 année. Et il va donc devoir le faire en 2 années, pas à cause d'un problème de compréhension, mais vraiment à cause d'un problème de rythme et de charge de cours qui est trop importante pour son niveau de fatigue. La perception et la gestion des signaux internes et externes. C'est un point qui est important puisque les études sont assez nombreuses sur le fait qu'il y a un traitement qui est de l'information sensorielle qui est souvent atypique dans l'autisme et ces particularités-là, elles font l'objet de nombreuses recherches en neuroimagerie ou en psychophysiologie et elles apparaissent comme un des facteurs d'épuisement qui est fréquemment rapporté dans les études, dont celle dont je parlais plus tôt. Et certaines de ces particularités sensorielles, elles vont contribuer à la survenue d'une fatigue lorsqu'elles ne sont pas prises en compte. Donc, on a évidemment celles qui sont les plus connues, c'est les hyper ou les hyposensibilités sensorielles, mais également la difficulté à discriminer les informations de premier versus d'arrière-plan, un mode de perception sensorielle qui est parfois fragmenté en raison d'un manque de cohérence centrale, c'est partie des raisons qui sont évoquées, un filtrage sensoriel qui peut être inefficace ou encore la continuation de la perception de certains stimuli après leur disparition.
Pour de nombreux adultes autistes, et notamment les adultes qui ont participé à la préétude, il y a une difficulté souvent importante à identifier les signes avant-coureurs de la fatigue. Et donc souvent, le fait de ne pas identifier ces signes-là fait que, en général, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation, lorsqu'ils vont s'en rendre compte, ils sont souvent dans un état d'épuisement qui est avancé. On a évidemment exploré cet aspect-là dans le questionnaire. Pour autant, c'est quelque chose qui ressort assez peu. C'est-à-dire que les jeunes, finalement, ne témoignent pas en tout cas de difficultés particulières pour identifier les signaux précurseurs de la fatigue. Seule la moitié estime que c'est difficile ou infaisable, ce qui est déjà beaucoup, mais on s'attendait, en tout cas moi personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus important. Plusieurs hypothèses pour ça, notamment les différences, ça peut être déjà le hasard, étant donné que c'est de petits groupes. Donc il y avait 12 adultes qui ont participé à l'étude pilote et seulement 40 donc, étudiants autistes, donc c'est loin d'être généralisable. Il est aussi possible que le format de réponse en fait, dans le questionnaire, et donc là notamment c'était une jauge graduée, est rendu et était difficile en fait à appréhender et posait problème aux répondants. Idem pour les sensibilités sensorielles. Donc on constate que, alors que c'est généralement une des difficultés très fréquemment rapportées, lorsqu'on leur demande d'essayer d'évaluer cette gêne, on constate que c'est assez peu informatif finalement les résultats qu'on obtient. Et la jauge finalement ne semble pas être quelque chose qui était pratique, ou en tout cas facile à appréhender pour les étudiants. Ce qu'on peut constater au niveau sensoriel, c'est que les filles sont davantage gênées, quelles que soient les modalités sensorielles, et que ce soit en période de fatigue et hors période de fatigue. De manière générale, en fait, la difficulté au niveau de la perception et de la gestion des signaux sensoriels, donc on a effectivement l'hypothèse que les adultes autistes ayant quelques années de plus que les adolescents vont être davantage en mesure de prendre conscience et d'être attentifs à cette difficulté comparativement aux adolescents. Dans tous les cas, l'importance de travailler sur les items liés à la sensorialité et à la perception des états physiologiques ne fait pas de doute et doit être investiguée notamment dans les futurs questionnaires à venir. Cette étude, c'est vraiment une étude préliminaire, exploratoire, elle comporte un certain nombre de limites, malgré l'attention qui a été mise pour impliquer les personnes autistes à toutes les étapes, solliciter leur expertise et s'assurer que l'adaptation de la version préliminaire de l'instrument convenait aux objectifs et à la population d'études. Donc, malgré tout ça, donc, on a certaines études liées à l'échantillon. Donc, on a un échantillon qui est plutôt faible, 40 participants. Initialement, il y en avait 60, mais il y a eu un retard dans le démarrage de l'étude, ce qui fait qu'on a perdu 20 des participants. Rétrospectivement, également, les critères d'inclusion étaient trop stricts. C'est-à-dire qu'on s'était concentré sur le lycée, BTS et CAP parce que c'était des environnements qui étaient similaires au lycée, donc assez structurés. Après coup, il aurait probablement été préférable à ce stade de ne pas chercher en fait, une homogénéité des profils scolaires et d'inclure plus largement tout étudiant autiste qui répondait aux autres critères, du lycée jusqu'au doctorat, des filières professionnelles et générales inclus. La période également, alors ça c'est une importante limitation, c'est que donc l'étude s'est déroulée 2020-2021 pendant la crise sanitaire et au niveau du printemps, donc avril-mai, donc période des examens pour les lycéens de première et de terminale et pour certains qui avaient des partiels dans le supérieur. Donc ça, évidemment, ça limite la portée et la généralisation des résultats préliminaires. Ce qu'on peut constater toutefois, c'est que dans ce contexte qui était souvent plus anxiogène, aussi moins chargé sur le plan scolaire, les jeunes étaient plus souvent en visio, on constate qu'il y a à peu près 70% des étudiants répondants qui estiment ne pas être en mesure de faire leurs devoirs au quotidien parce que la fatigue est trop importante. Ce résultat-là, même s'il reste restreint à notre groupe d'études, il est
il n'est pas insignifiant et il doit être vraiment appréhendé comme un facteur de risque du décrochage scolaire et notamment de risque pour la poursuite des études supérieures. Il y a également un biais de recrutement important, même si on a essayé de faire un recrutement le plus large possible à travers un réseau aussi diversifié que possible. Le fait que les jeunes et les parents qui ont participé à l'étude sont probablement des parents et des jeunes qui sont concernés directement ou moins directement par la fatigue. Et donc, voilà, des jeunes qui vont forcément avoir des scores qui sont plus importants que des jeunes qui souffriraient peu de fatigue, ou en tout cas qui en souffriraient de manière moins importante. Également, le recueil des informations dont on dispose, notamment des données médicales, est limité et sur les questions des traitements médicaux, par exemple, sur la question d'autres pathologies qui pourraient y avoir indépendantes de l'autisme, ce sont des informations qu'on n'a pas nécessairement recueillies en intégralité. Donc, voilà, ça fait également partie des limitations de l'étude, même si on avait des informations sur le traitement, mais pas forcément sur les traitements non liés aux conditions, etc. Concernant le questionnaire, donc, là aussi, il y aura besoin de retravailler des options de réponse. Donc, même si le questionnaire avait été préalablement approuvé par les adultes autistes qui avaient aidé à l'élaboration, il s'avère que probablement chez les jeunes, il y aura besoin de retravailler certains formats suite au premier retour qu'ont fourni les jeunes et aux premiers résultats qu'on a observés. Il sera important de les tester auprès d'un public adolescent, plus grand nombre. Également de réduire en fait la quantité de questions, de se concentrer que sur celles qui ont donné des résultats plus informatifs, retravailler celles pour lesquelles les résultats sont assez peu finalement intéressants, et également prendre en compte la dimensionnalité du questionnaire, c'est-à-dire qu'en général, dans les questionnaires, on va questionner soit la fréquence d'un symptôme, par exemple, le symptôme survient jamais à tout le temps, ou alors on va s'intéresser à son intensité ou à sa sévérité, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout présent jusqu'à très sévère. Et c'est rare qu'on investigue ces deux aspects en parallèle. Ça, c'est pourtant, il y a quelques questionnaires qui existent et pour lesquels desquels il serait bon de s'inspirer lorsqu'on va améliorer cette version. Et vous voyez ici ci-dessous sur la figure, donc un exemple, donc être mentalement fatigué après un effort minime. Donc les jeunes, les participants devaient répondre en termes de fréquence, de 0 à jamais à tout le temps 6, et également répondre en termes d'intensité ou de sévérité, de 0, symptômes absents, à 6, très sévère. L'autre point qui sera à améliorer, évidemment, c'est prendre en compte les feedbacks des participants pour pouvoir faire une deuxième version du questionnaire qui soit le plus adaptée possible. Au niveau des perspectives, est en cours en ce moment le croisement des analyses entre les questionnaires parentaux et les questionnaires des lycéens pour justement pouvoir regarder les points de convergence, les éventuels points de divergence. Ça fait partie ça fera l'objet d'un article également en cours. L'analyse croisée permettra également d'observer, d'avoir des renseignements plus précis sur les profils de routine des jeunes. Donc, routine, c'était notamment tout ce qui concernait les habitudes, par exemple, les transports, le mode de transport, le nombre d'heures qui étaient nécessaires pour se rendre en cours, le nombre d'accompagnements qu'il pouvait y avoir, les particularités au niveau alimentaire, certains historiques sur les troubles du sommeil, etc. Et sur les services reçus. Et à court terme également, est en train d'être écrite une revue sur l'état des connaissances de la fatigue dans les conditions du spectre de l'autisme. À moyen terme, donc là j'ai mis 6 mois, 2 ans, mais évidemment ça pourrait varier. Il y a donc cette amélioration et la validation de ce questionnaire auprès d'un échantillon plus large, donc un échantillon d'étudiants autistes, mais également de groupes contrôle, donc à savoir des étudiants tout venant, et également des étudiants qui présentent une autre condition développementale que l'autisme. Par exemple, trouble 10, mais pas d'autisme, TDAH, mais pas d'autisme. Donc, pour voir est-ce que finalement, on a des résultats qui sont similaires aussi dans les autres conditions neurodéveloppementales, ou si il semble y avoir un profil particulier de fatigue au niveau de l'autisme.
Le but avec ce questionnaire-là, c'est de pouvoir aboutir au développement d'outils qui soient utilisés en routine pour le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, donc l'adapter aux adultes, et également avoir une version brève pour les professionnels de santé. Et enfin, un des points de développement importants sur lesquels le groupe est en train de travailler, c'est sur le développement d'une application mobile de gestion et de reconnaissance des signaux avant-coureurs de la fatigue. Donc ça, ce sera vraiment des outils qu'on espère pouvoir mettre en place et qui pourront avoir des répercussions concrètes et pour les personnes autistes directement concernées et pour les personnes qui les accompagnent et qui travaillent à leur qualité de vie. Dans cette même veine, donc, en ce moment sont diffusés 2 sondages que nous avons élaborés avec le groupe de travail afin de recueillir les avis concernant le développement de cette future application mobile. Donc, il y a un sondage qui est pour les adultes autistes et un sondage qui est pour les professionnels, que ce soit les professionnels de santé, ceux qui travaillent dans le milieu scolaire, universitaire, les job coachs, les psychologues, les éducateurs, etc. Si vous souhaitez y participer, et on vous encourage très très vivement à le faire, voici le lien pour accéder aux enquêtes. Et les premiers résultats qu'on a actuellement, donc sur les premiers répondants, on a à peu près 80 répondants au niveau professionnel et presque 400 pour les adultes, sont déjà très pertinents et devraient sûrement être valorisés avec un article scientifique dans les mois à venir. Et en parallèle de ça, avec le groupe, nous travaillons activement à la traduction, à l'adaptation de l'échelle de fatigue mentale que je vous ai présentée au début pour la population adulte autiste. Donc, ce questionnaire est traduit et adapté, nous l'avons terminé, et donc l'étude, l'enquête en ligne, va être va débuter à l'automne. En conclusion, cette étude exploratoire, donc, qui s'intègre dans un projet plus large de caractérisation et d'évaluation de la fatigue cérébrale dans l'autisme, a permis, malgré ses limites, une première élaboration d'une version d'un questionnaire d'évaluation de la fatigue destiné aux étudiants sur le territoire français dans un premier temps. Rappelons que l'ensemble du projet s'ancre donc dans une démarche participative où les personnes directement concernées sont impliquées à toutes les étapes de la recherche. Leurs points de vue et leur vécu expérientiel sont non seulement recherchés, mais également valorisés et appréhendés comme complémentaires au savoir méthodologique des chercheurs. Cette approche participative dans l'étude de la fatigue et de manière plus générale dans toutes les études en lien avec l'autisme, mais pas que, apparaît plus nécessaire, on va dire, que jamais pour appréhender, caractériser et mesurer la fatigue dans notre cas de manière en l'intégrant dans la complexité et dans l'hétérogénéité aussi des profils qui existent sur le spectre. Donc, on l'a vu, sans prise en considération suffisante, les conséquences de la fatigue, elles peuvent être majeures sur la qualité de vie des jeunes, que ce soit au niveau personnel, social, académique. Et l'enjeu est d'autant plus grand durant la transition vers la vie adulte, qui constitue une période importante de vulnérabilité pour la survenue et l'installation d'une fatigue, voire, lorsque rien n'est pris en compte, d'un burn-out autistique. Avec ce projet, notre objectif, c'est vraiment de parvenir à une compréhension clinique plus approfondie du phénomène en vue d'identifier des facteurs qui modulent la fatigue et ainsi de prévenir, en tout cas du moins de limiter, les risques d'un épuisement généralisé. Le point positif également, c'est que les progrès en matière d'imagerie médicale et de technologie d'études biologiques ouvrent la voie au développement des recherches sur l'identification des marqueurs psychophysiologiques de la fatigue dans l'autisme, mais également dans d'autres populations susceptibles de vivre ces épisodes d'épuisement importants. Ainsi donc, cette première étude offre un portrait de la fatigue cognitive chez des étudiants autistes et elle met en évidence la nécessité impérative de la prendre en compte pour permettre à chaque étudiant, à chaque adulte, d'accéder aux mêmes opportunités académiques, sociales et professionnelles que leurs pairs ordinaires et surtout d'avoir une qualité de vie qui soit la plus satisfaisante possible. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche
ou également sur le site du projet, donc dans l'adresse est remise ici en bas.